Il est 16 heures. Madame le secrétaire perpétuel, c'est bien ainsi qu'on vous appelle. Oui, monsieur le maire. Et je vous remercie de le dire au masculin. Mais ça ne m'étonne pas. Mesdames, Messieurs, chers amis passionnés de belles lettres, notre ville organise aujourd'hui son festival du livre sous le parrainage de l'écrivain Tahar Benjelloun. Depuis le début de l'après-midi, petits et grands ont pu participer à une dictée ou rencontrer plus de 50 auteurs venus dédicacer leurs ouvrages. L'un d'entre eux nous fait plus particulièrement l'honneur de nous présenter son livre et d'échanger avec le public icéen à l'occasion de cette conférence. Madame Carrère d'Ancos, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite la bienvenue à Issy-Moulineaux, encore que vous avez révélé avoir vécu quelques années chez nous. Vous faites partie de ces personnalités de l'intelligentsia que l'on ne présente plus, dont le nom seul inspire le respect, associé à la culture et la connaissance. Femme de lettres universitaire, membre de l'Académie française dont vous êtes le secrétaire perpétuel depuis 1999, vous êtes également une femme engagée. Vous avez notamment été député européen, vous n'hésitez pas à intervenir, parfois dans le débat public, comme il y a quelque temps, lors de cette polémique contre la réforme farfelue de l'orthographe et des manuels scolaires. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre sujet de prédilection, la Russie, qui a été toute votre vie au cœur de vos recherches et dont vous êtes une spécialiste internationalement reconnue. Descendant d'une famille georgienne qui a fui les persécutions consécutives à la révolution russe de 1917, vos travaux sont particulièrement concentrés sur l'histoire de l'Asie centrale et de l'URSS, à tel point que l'on vous a parfois qualifié de soviétologue. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ce terme soit homologué dans le dictionnaire de l'Académie. Dans votre dernier ouvrage intitulé « 6 années qui ont changé le monde, 85-91 » aux éditions Fayard, vous explorez de nouveau toutes les facettes de la chute de l'Empire soviétique et ses conséquences. Ce livre fait évidemment écho à travers le temps à l'Empire éclaté, ouvrage célèbre que vous avez publié en 1978 et dans lequel vous prophétisiez la disparition de l'URSS. Je vais désormais vous céder la parole, vous laisser nous guider à travers cette passionnante histoire, celle de la Russie millénaire, terre de passage entre l'Europe et l'Asie, convertie brutalement au communisme et érigée au rang de puissance mondiale. Celle aussi d'un totalitarisme sanguinaire, d'une dictature dotée de la puissance nucléaire, qui finira par disparaître d'une manière étonnamment douce par l'action combinée de personnalités telles que Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine. Merci une nouvelle fois de votre présence, Madame le secrétaire perpétuel. Je ne doute pas que l'atmosphère de cette conférence sera studieuse et que les échanges seront instructifs. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Monsieur le maire, je vous remercie de votre accueil, de l'accueil de votre municipalité et je dirais de cet événement culturel tout à fait remarquable, car je suis très attachée à la lecture et aux livres. Et je vous sais grand gré de ce qui se passe ici. Mesdames et messieurs, le sujet que je vais traiter, je crois qu'il est très important. On croit toujours son sujet très important, mais je pense de plus en plus que nous avons malheureusement une mémoire historique très courte qui tient au mode de communication contemporain et que d'une certaine façon, on tente à oublier ce qui se passe. Or, ce qui s'est passé durant les 6 années dont je vais vous parler est quelque chose d'incroyable et je pense que si on ne le mesure pas, nous ne savons pas dans quel monde nous vivons et nous ne sommes pas en mesure de savoir quel monde nous souhaitons voir. Ce que je voudrais rappeler d'abord, c'est que le monde qui existait en 1985 était un monde qu'on croyait éternel. La révolution russe avait créé un système, le système communiste. La guerre de 1940-45 a permis à l'Union soviétique, grâce à sa victoire, d'étendre ce système dans la moitié de l'Europe. Et l'Europe était coupée en deux. La coupure était particulièrement flagrante quand on regardait l'Allemagne, puisqu'il y avait deux Allemagnes. C'était vraiment le symbole de cette division, et même Berlin, qu'un mur divisait en deux. Et on a toujours cru, et ça c'est la vérité, on a cru que c'était définitif. La thèse qui prévalait, la doxa, c'est que la révolution russe avait créé un monde nouveau, que ça c'était le monde du progrès, que le monde était censé passer par cette voie.
et personne n'imaginait vraiment comment ça pourrait disparaître, même si c'est un monde qui était le monde de la division, c'était un monde de l'oppression des hommes et des peuples, et surtout les peuples qui se trouvaient dans ce système n'avaient qu'une seule ambition, c'est d'en sortir. Je dirais pour les autres, ça paraissait moins évident. Quand on était en dehors, c'était plus confortable. Et la guerre froide paraissait quelque chose de définitif aussi. D'ailleurs, je vais commencer par dire que la guerre froide était confortable. Elle était confortable parce qu'on savait dans quel monde on vivait. On savait qu'il y avait d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. L'empire du mal, disait le président Reagan. Et on savait qu'il y avait l'arme nucléaire. Monsieur le maire a évoqué ça, on était dans le monde nucléaire. Et tout de même, les gens qui dirigeaient les deux grandes puissances de la guerre froide savaient jusqu'où on pouvait aller, c'est-à-dire qu'on était dans un monde prévisible. Et nous sommes entrés dans un monde imprévisible, je finirai là-dessus. Mais je crois qu'il faut le savoir, c'était un monde terrible, mais un monde prévisible. Et du même coup, tout le monde trouvait ça assez confortable. Personne ne souhaitait tellement que le système communiste s'écroule. Ça, c'est la vérité. Alors, on a vécu tout à fait, je dirais, consciemment dans ce monde. Et quand on le regarde en 1985, on se rend bien compte que quelque chose ne va pas. Bon, les États-Unis sont une très grande puissance dont l'ambition est de mettre l'Union soviétique à genoux, mais l'Union soviétique est dirigée à ce moment-là, dans les années 80, par de grands vieillards qui ont l'air de perdre le sens des responsabilités, dont la tête ne paraît plus très bien fonctionner. Essayez de regarder dans vos souvenirs, on voyait quasiment des momies qu'on hissait sur la tribune du Kremlin 2 fois par an, et qui écoutaient avec un air hébété le défilé, la musique militaire, etc. Bon, ça n'a pas toujours été le cas de l'Union soviétique, mais c'était le cas dans ces années 80. Et puis tout d'un coup se produit, et on ne savait pas ce qui allait se passer, mais le monde était tout de même un peu effrayé par ça. En plus, l'ambition du président des États-Unis, qui était le président Reagan, était de mettre l'URSS à genoux par ce qu'il appelait la course aux armements et la course aux étoiles. Et il était clair que l'Union soviétique peinait à suivre l'effort que lui imposaient les États-Unis pour rester l'autre superpuissance. Et par conséquent, je dirais, le résultat de cela, c'est que l'économie soviétique marchait mal, que la vie des gens en Union soviétique et dans l'ensemble du camp socialiste était de plus en plus difficile. Donc c'est un système qui avait l'air d'être essoufflé, à la fois par l'allure de ceux qui le dirigeaient, et puis alors dans l'ensemble du camp socialiste européen, ce qui avait été créé après 1945, on sentait l'impatience des peuples qui se traduisait par des sursauts qui avaient commencé en 1956 après le 20e congrès quand il n'y avait plus Staline, qui s'était continué en 68 en Tchécoslovaquie, chaque fois écrasé. C'est-à-dire qu'il y avait une impression de fin du monde, mais dont on ne savait pas comment elle se produirait. Et quand on imaginait qu'il pourrait se passer quelque chose, à ce moment-là, on était terrifiés, parce qu'on se disait comment un système aussi puissant, qui possède une armée surarmée, surpuissante, une police surpuissante, des services secrets surpuissants, comment ce système pourrait-il accepter d'être attaqué? Et par conséquent, on se disait, si quelque chose se produit, on sait toujours les systèmes très puissants, lorsqu'ils sont attaqués, ils répondent par l'agression. C'est-à-dire qu'on se disait plutôt le statu quo qu'une fin qui se déroulerait dans un cataclysme épouvantable. Alors je vous rappelle tout de même que le XXe siècle a été le siècle de deux systèmes totalitaires. L'un d'entre eux, le système national-socialiste, qui n'a duré que 12 ans, c'est pas long. Pour qu'il disparaisse, il a fallu une guerre mondiale, des millions de morts, et véritablement une Allemagne en cendres, et l'Europe en cendres. Quand on imaginait ça pour 12 ans d'un système, un système qui durait depuis plus de 70 ans, comment imaginer la fin? Qu'est-ce que ça supposait? Et qui était infiniment plus solide que le système national-socialiste, beaucoup plus étendu, plus solide. Donc c'était une vision incroyable. Et les choses se sont passées d'une façon encore plus incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, arrive à la tête de l'Union soviétique, dans ce pays où un vieillard complètement à bout de souffle, les malheureux étaient respectables, c'est pas ça la question, mais c'était manifestement, on promouvait des vieillards pour être sûr qu'ils ne feraient de l'ombre à personne.
un vieillard à bout de souffle succédait à un autre vieillard à bout de souffle, et tout d'un coup, à la mort du troisième d'entre eux, on voit arriver un homme jeune. Il avait 55 ans, n'exagérons pas, mais enfin, c'était la jeunesse par rapport au reste. Et surtout, un homme qui tranchait, qui avait l'air tout à fait civilisé, qui faisait européen, qui était sympathique. Ça a été un choc dans toutes les opinions. Il s'appelait Mikhaïl Gorbatchev. J'y insiste parce que je constate que 25 ans après, on a tendance à l'oublier. J'ai parlé l'autre jour dans un auditoire d'étudiants. Ils m'ont dit à votre Gorbatchev, oui, c'est le type qui. Je dis, comment le type qui? C'est l'homme qui a changé le monde. J'étais tout de même assez en colère. Bon, ça a été un choc d'abord pour les citoyens soviétiques qui voient apparaître à leur tête un homme qui avait l'air de venir précisément de ce monde occidental que les soviétiques regardaient avec envie et qui n'avait pas l'air d'être des leurs, qui avait l'air civilisé. Et vous savez que le grand physicien et le grand homme, la grande conscience de l'Union soviétique, Sakharov, a dit à ce moment-là, c'est le premier de nos dirigeants dont nous n'ayons pas honte. C'est absolument fantastique. Bon, cet homme arrive au pouvoir, manifestement, je dirais, enfin, dans un système qui surveillait tout, où quand on assurait la promotion de quelqu'un, c'était pour qu'il perpétue le système, pas pour qu'il le mette en l'air. Cet homme avait été élevé pour ça. Il avait fait une brillante carrière, c'est-à-dire qu'il avait été formaté pour être le défenseur du communisme, pour être celui qui perpétuerait le communisme. C'est l'homme qui l'a détruit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, au fond, il a commencé, et la première année de son pouvoir, ça ne donnait pas beaucoup on le trouvait sympathique. Il disait il faut libérer l'édition, il permettait qu'on en passe des films qui étaient interdits, mais il n'avait pas l'air de proposer quelque chose d'extraordinaire. Un événement s'est produit, et là-dessus, je crois qu'on n'en a pas eu conscience en Occident, qui a tout bouleversé. Le destin des peuples dépend parfois de tragédies épouvantables. Cet événement, c'est Tchernobyl. Tchernobyl est quelque chose que nous n'avons vu que par accident, où la Providence a joué un rôle considérable, parce que le système soviétique, qui a connu des tas de catastrophes, prétendait que ça n'existait pas. Les vents ont poussé les radiations nucléaires sur l'Europe occidentale, et on peut dire que le système soviétique, dirigé par ce Mikhaïl Gorbatchev, qui était très sympathique, mais on ne savait pas encore ce qu'il allait faire, et qui avait commencé par mentir en disant il ne s'est rien passé, selon l'habitude, ben, il a été pris la main dans le sac, parce qu'on lui a dit mais il y a une catastrophe nucléaire épouvantable chez vous. Et ça, je crois qu'on n'a pas assez mesuré ce que ça signifiait. Pour les soviétiques, ça signifiait la fin du mensonge. Et le mensonge, c'était le système. Car les soviétiques avaient vécu depuis 1917 dans un système où on leur disait ce qu'était la vérité. Et où ils pressentaient que ce n'était pas vrai tout ce qu'on leur disait. Mais en même temps, il était impossible de dire une autre vérité, parce qu'on finissait dans un camp, où on y perdait la vie. Et tout d'un coup, la nature, car c'est la nature qui a poussé les vents, fait que le système n'a plus pu mentir. Et que toute cette société, 250 millions d'hommes, ont appris que le système vivait sur un mensonge. Et quel mensonge, parce que c'était une catastrophe nucléaire d'une ampleur considérable, qui, parce qu'on l'avait dissimulée, a été encore plus considérable, puisque les gens sont restés sur place, ils sont morts, ils ont été contaminés. Enfin, ça a été quelque chose d'effroyable, le sacrifice de centaines de milliers d'hommes. Bon, c'est effrayant. Et ça, c'est quelque chose, je crois qu'on ne l'a pas assez mesuré, que tout un peuple, et pas seulement le peuple soviétique, les peuples de l'Europe de l'Est de la même façon, tout d'un coup, pour eux tous, le rideau s'est déchiré. Ils ont compris que le système reposait sur un mensonge. Alors, ce n'était pas tout à fait la première fois, quand Staline est mort, que Khrouchtchev avait, au 20e congrès, commencé à dévoiler les crimes staliniens. Il y avait déjà eu cette vérité qui avait cheminé, mais elle avait cheminé avec des précautions. On ne pouvait pas aller trop loin. Et le pouvoir était prudent, il avait reculé, il avait repris un certain nombre de thèmes mensongers. Tandis que là, il ne pouvait rien. Et la grandeur de Gorbatchev aurait été d'assumer ça. Cet homme qui avait été modelé par le système pour se comporter comme on devait se comporter, il a compris qu'il fallait... Il a mis quelques jours d'ailleurs, c'est très intéressant, pendant plusieurs jours, il s'est comporté comme on se comportait toujours. Et puis tout d'un coup, il a convoqué son politburo, il a dit maintenant c'est fini, on va dire la vérité. Bon, c'est une histoire extraordinaire, absolument, ce qui prouve, et ça j'y insiste, parce que nous vivons dans un monde où
on ne se rend plus compte que la personnalité d'un homme politique peut changer complètement le monde, que ce n'est pas seulement quelqu'un qui vous fait des petites lois, non, que c'est quelqu'un qui peut, par son tempérament, en cassant tout, changer complètement. Et il a compris. Et si vous voulez, d'abord, il s'est cassé lui-même, il a cassé toute son éducation, il a risqué, et c'était un risque considérable, parce qu'il était dans un pays où le Parti communiste était puissant, où la police était puissante. On pouvait très bien lui faire ce qu'on a fait à Khrouchtchev en 1964, c'est-à-dire le mettre dehors, s'en débarrasser immédiatement et repartir comme devant. Mais, et je crois que c'est sa grandeur, il a su avoir les mots qu'il fallait, il a su dire la vérité, et à ce moment-là, il a su dire ce système, il faut le changer. Et il s'est engagé dans une politique de transformation. Alors, une fois encore, il avait été formé par le système pour faire marcher un système communiste, pour le faire durer éternellement, pas pour le détruire. Donc, si vous voulez, même devant la catastrophe, il savait qu'il fallait dire la vérité, mais il savait aussi qu'il fallait faire attention, qu'on ne pouvait pas réformer. Réformer, c'est un mot terrible. C'est un mot qui veut dire je dirais qu'on répare des défauts, mais c'est un mot qui, dans un système aussi fermé que le système soviétique, veut dire changer. Et il a employé à ce moment-là des mots qui indiquaient l'intention d'aller très loin. Le premier mot qu'il a employé, c'est perestroïka. Perestroïka, à ce moment-là, ça veut dire reconstruire. Reconstruire, c'est encore, bon, ça reste dans le domaine, on peut préserver quelque chose, on peut préserver ce qu'on reconstruit. Mais la catastrophe de Tchernobyl l'a conduit à un mot beaucoup plus grave, c'est le mot glasnost. Et glasnost, on le traduit par transparence, c'est une erreur, ça ne veut rien dire, la transparence, c'est même complètement idiot. La vérité, ça veut dire la vérité. Et dire la vérité à voix haute, pour que personne ne l'ignore. Quand le pays a entendu ça, ça a été un choc formidable, parce que les soviétiques étaient des gens parfaitement éduqués, parfaitement intelligents, plus éduqués que les dirigeants qui s'étaient écoulés dans les dernières décennies, et ils comprenaient parfaitement, je dirais, dans quel système ils étaient. Mais on ne peut pas le dire. Du jour où on leur dit qu'il faut dire la vérité à voix haute, ils ont compris qu'ils étaient entrés dans un processus irréversible et que tout le monde devait s'y mettre. Et à ce moment-là, l'Union soviétique est entrée dans une phase absolument incroyable, une course de vitesse entre Mikhaïl Gorbatchev, qui est tout de même tenu par son parti, tenu par ses collègues, prudemment, a cherché par où il fallait commencer. Alors il s'est dit que le mieux, c'était de commencer par l'économie, puisque le pays marchait mal, c'était le moyen, je dirais, de satisfaire et de permettre à la société de vivre d'une façon plus décente. Jusque-là, tout va bien. Mais très vite, on a compris que dans un système qui était un système où tout était imbriqué, toucher à l'économie, c'était toucher au pouvoir, c'était toucher au mécanisme de pouvoir. Dès lors qu'il fallait reconstruire l'économie, il fallait reconstruire les gens qui dirigeaient l'économie. Ça voulait dire introduire d'autres critères, qui étaient des critères de compétence, de qualité. Ça voulait dire sortir du système communiste où le parti avait toujours raison, où le parti choisissait, où le parti savait ce qu'il fallait faire. La vérité, c'est qu'il fallait entrer dans une autre logique, qui est la logique de la compétence, du savoir, la logique de la volonté du bien commun, qui n'est pas du tout la logique du parti. À ce moment-là, les difficultés ont commencé. Alors, si elles n'avaient commencé que là, mais l'Union soviétique n'était non seulement pas un pays homogène, mais ce n'était pas un pays solitaire. L'Union soviétique était un pays multiethnique, tout le monde le sait, on le sait beaucoup maintenant, et où là encore, l'ambition des nations qui constituaient l'Union soviétique depuis longtemps était au fond de pouvoir affirmer leur capacité soit à l'indépendance, soit à un destin où leur caractère propre, culturel, national puisse être affirmé. Il y avait une impatience des nations. Alors, je vous rappelle tout de même une réalité, c'est-à-dire que l'Union soviétique comportait la moitié de Russes qui étaient le cœur du système, et tout le reste, c'était des musulmans, des bouddhistes, des gens de religion, de culture, d'histoires différentes que le long cours de l'histoire avait intégré à l'Empire russe et ensuite à l'État soviétique. Et là aussi, ça bouillait. On sentait au fond, tout ça, depuis 1956, était agité de mouvements souterrains, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer. Et tout d'un coup, car c'est comme ça que se passent les grands mouvements de l'histoire, quand quelque chose se défait,
tout se défait. Et on peut dire que dans cette période de l'année 86, partant de Tchernobyl, en gros jusqu'en 88-89, le pouvoir est encore Gorbatchev qui se sent tout de même tenu par le parti, surveillé par ses collègues qui ont peur du changement. Il se trouve confronté à une sorte de mouvement spontané venant d'abord des nations. Alors les plus agités, ce sont les Baltes, qui ont une longue histoire. Pour les Baltes, je dirais, ils ont été rattachés, ils ont été incorporés à l'Union soviétique après avoir été indépendants de 1918 à 1940 par le pacte germano-soviétique. C'est donc, ils ne pardonnent pas. Et puis, au Caucase, où se développent des mouvements nationaux, sur la toile de fond d'ailleurs de ce qui continue aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Azerbaïdjan, la guerre du Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Un peu partout, des mouvements, les Géorgiens, partout, chaque nationalité profite de ce climat nouveau pour affirmer ses différences. Et là, on peut dire que l'inquiétude du pouvoir central a évidemment grandi, même si Gorbatchev lui-même essaye de continuer dans le chemin dans lequel il s'est engagé. S'il n'y avait eu que ça, mais il y a toute l'Europe de l'Est, précisément parce que quelque chose s'est défait dans la logique du système, l'autorité centrale hésitant, les paroles de vérité, glasnost, les paroles de reconstruction ayant été prononcées, chaque peuple aussi le prend pour lui. Et alors les peuples est-européens qui ont été écrasés en 1900, les Polonais et les Hongrois en 1956, les Tchèques en 1968, les Roumains qui ont interdit de suivre leur destin, tous ont considéré que, après tout, ça s'appliquait à eux. Et il y a un pays où ça bouge encore particulièrement, c'est l'Allemagne. Car l'Allemagne, elle est divisée, je vous le rappelle. En 1961, le pouvoir soviétique a construit un mur pour diviser Berlin, symbole de quelque chose qui est la séparation à tout jamais des deux Allemagnes. Pour les Allemands, ce n'est pas l'Allemand de l'Ouest. Les Allemands de l'Ouest ont été prudents parce qu'ils se sont dit qu'il ne fallait surtout pas provoquer une réaction à Moscou ils étaient sages, dont on ne savait pas jusqu'où elle pourrait aller, si elle ne ressemblerait pas à une réaction du type de 1968. Mais les Allemands de l'Est, qui sont exaspérés par le mur, qui ne peuvent plus traverser pour aller voir leurs cousins et tout ça, ils ont commencé, eux aussi, ils se sont lancés dans un mouvement considérable, et eux, ils défilaient tous les lundis en chantant des chants patriotiques. C'est-à-dire que ce tableau extrêmement calme qui existe en 1985 du monde de l'Est européen et de l'Union soviétique, en l'espace de 2-3 ans, s'est complètement brouillé, alors même qu'il y a au centre du système un homme qui proclame qu'il veut changer l'ensemble du système calmement, sans faire de dégâts et sans surtout faire courir de risques aux populations. Bon, il va se trouver très tôt aux prises avec une opposition intérieure forte, mais n'y peut rien. Et alors, on avance dans cette affaire, c'est-à-dire que va se greffer, on voit grandir des mouvements auxquels personne n'a jamais pensé. Je vous ai dit tout à l'heure que les Russes représentaient, la Russie, pratiquement la moitié de la population. Pour les non-Russes de l'Union soviétique, pour les non-Russes, pour les peuples de l'Europe de l'Est, le système soviétique, c'est aussi la Russie. Le général de Gaulle, d'ailleurs, quand il parlait de l'Union soviétique, disait les Russes et la Russie. Il ne connaissait pas d'autres mots. Il estimait que ça revenait au même. Mais les Russes, ils n'ont eu aucun avantage de ce système. Le pouvoir se trouvait à Moscou, c'est-à-dire en Russie. La langue du système soviétique, c'était la langue russe que tout le monde devait parler en Union soviétique. Et en Europe de l'Est, c'était la seconde langue, la première langue étrangère que l'on apprenait, après sa propre langue. Mais les Russes, la Russie n'avait aucun avantage de ce système. Ce n'est pas les Russes qui avaient un avantage de ce système. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on voit, je dirais, un mouvement bouleverser aussi le peuple russe, qui se dit, c'est très extraordinaire de voir à quel point, quand un système commence à se désagréger, il se désagrège même dans les directions les plus inattendues. Car les Russes, qui avaient l'air d'être la partie centrale du système, ont commencé à se dire, mais si tout le monde réclame de retrouver son destin, pourquoi nos autres Russes, nous ne le retrouverions pas non plus? Et ce réveil russe, qui est d'abord passé inaperçu de l'extérieur, qui a été extrêmement sourd, mais que des écrivains russes,
que des intellectuels russes commencent à porter dans ces cas-là, il va être la chance d'un autre personnage. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de Gorbatchev, mais c'est une histoire shakespearienne. Il y a deux héros dans cette immense transformation du monde qui s'est produite à ce moment-là. Il y a Gorbatchev qui apparaît en 1985, et il y a un autre personnage qui va apparaître à ses côtés, puis contre lui, à partir de 1987, qui s'appelle Boris Eltsine. Gorbatchev avait appelé à ses côtés des hommes nouveaux, et on lui avait indiqué dans l'Oural un homme qui était, paraît-il, un homme efficace, qui était comme lui, un type formé par le système, un type promu par le système communiste pour ses qualités de bon communiste, pour ses qualités de conformiste, et qui était destiné à, je dirais, à permettre de renforcer le système soviétique. Il a fait venir ce Boris Eltsine qu'on lui avait recommandé, qu'il ne connaissait pas, qu'il a nommé ministre. Bon, mais ce Boris Eltsine, très vite, va monter comme l'autre, je dirais, l'autre figure, l'autre pôle de la vie politique de ce pays. Et il incarne face à Gorbatchev une alternative extrêmement intéressante, une alternative russe et une alternative d'un peuple humilié. Sa première sortie a été très... Il avait l'air de se couler dans le gouvernement. Et en 1987, tout d'un coup, à la tribune du comité central, il a surgi, il a dit, écoutez, devant tous les responsables soviétiques, et tout ça filmé, c'est-à-dire que tout le peuple a entendu, il a dit, écoutez, notre parti est un parti d'oppresseurs. Nous vivons d'une façon merveilleuse, nous nous gobergeons, nous obtenons nous logeons dans des appartements de l'État, nous ne connaissons aucune difficulté, nous avons dans les magasins spéciaux du homard, du caviar, c'est-à-dire que nous vivons dans l'opulence. Et pendant ce temps-là, alors il dit, ma femme m'a rapporté, elle va faire la queue dans les magasins où vont les pauvres femmes soviétiques, elle m'a rapporté que ce que l'on y vendait, c'est tout simplement du saucisson dans lequel il n'y avait pas un pouce de viande, mais uniquement de l'amidon et du colorant. Est-ce que vous vous rendez compte, quand on déclare ça à la tribune du parti, et de l'émotion? Bon, et c'est très intéressant parce que, j'y insiste, parce que ce sont tout de même des hommes qui doivent retenir l'attention. Gorbatchev était ce qui avait beaucoup frappé l'Occident, mais aussi les Soviétiques. Il était escorté par une femme qui était une femme charmante, jolie, qui incarnait, je dirais, un modèle féminin que les femmes soviétiques auraient rêvé d'être, mais qu'elles n'étaient pas parce qu'elles étaient écrasées par la misère et par les tâches matérielles. Cette femme, elle n'allait pas, elle partageait sa vie, elle n'allait pas dans les magasins où tout le monde faisait la queue, elle allait dans les magasins spéciaux, donc elle n'avait rien pu lui rapporter de ça. Eltsine, qui était un homme plus proche du peuple, avait une femme qui était d'ailleurs très bien, mais qui se sentait proche du peuple, et qui lui a rapporté véritablement, qui a été son espèce d'agent d'information auprès de la société. Et ça aussi, c'est une révolution, car dans le système soviétique, depuis la Révolution, les femmes qui avaient joué un grand rôle dans le mouvement révolutionnaire n'ont jamais trouvé de place autre qu'en étant les esclaves de la société. Elles étaient, il suffisait de voir des femmes soviétiques pour savoir ce qu'était leur destin. Il y a eu une femme ministre dans toute l'histoire de l'Union soviétique, hein, une seule, et encore on prétendait que c'est parce qu'elle était la petite amie de Khrouchtchev, ce qui n'était pas très plausible, mais les femmes n'ont eu aucune place dans le système. Tout d'un coup, on voit deux femmes qui ressemblent à quelque chose, parce qu'elles ne sont pas écrasées par les difficultés matérielles, deux femmes qui influencent leur mari. Et il y en a une qui se fait la voix du peuple. Et vous voyez ces deux hommes face à face, quand on se demande pourquoi il y en a un qui l'a emporté, il y a peut-être une explication là aussi, c'est dans ce contact avec une société qui est, c'est là que je veux en venir, car dans ce mouvement qui se produit dans ces années 85-88, la société, ce n'est pas seulement, je dirais, les mouvements nationaux, ce ne sont pas seulement des leaders et des intellectuels, c'est dans le bas de la société que quelque chose se produit, que l'homme de chaque jour est bouleversé par ce mouvement, et qu'on commence à voir à partir de 87-88, dans les rues, ce qu'on voit, ce qu'on a vu en Chine, les gens se rassemblaient dans la rue, apportaient leurs petits textes qu'ils épinglaient sur les murs, ou la reproduction de ce qu'ils avaient entendu dans les radios occidentales. Donc il y a un mouvement qui vient de la base, c'est une espèce de meeting permanent qui rassemble la société. Les gens travaillaient en même temps, hein. Ils travaillaient et puis ils allaient dans les rues
pour partager leurs sentiments sur ce qui était en train de se passer. Donc ce que je voudrais vous dire par là, c'est que dans ces années-là, ça a commencé prudemment vers 86-87, mais en 88, on a déjà un mouvement populaire. Alors on a dans toutes les républiques nationales des manifestations populaires sur un thème national. On a en Europe de l'Est des grands mouvements qui s'esquissent sur le thème de maintenant nous voulons être indépendants. Et puis on a à la base, dans toute la Russie, dans toute l'Union soviétique et chez les Russes, tout un peuple qui se réunit pour dire mais au fond, il faut retrouver notre liberté de destin. Ça a été quelque chose qui nous a échappé à nous autres occidentaux. Ça ne nous a pas beaucoup intéressés. On a vu Gorbatchev. On n'a pas compris que c'était un mouvement fantastique de 250 millions de personnes, plus toute l'Europe de l'Est, qui était en train de se mettre en marche vers la liberté. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, les gens au pouvoir ont pris peur autour de Gorbatchev. Une fois encore, Gorbatchev, il était lancé là-dedans. Il était lancé là-dedans et jusqu'en 1989, il ne calera pas. Mais à partir de 1989, la fin de l'année 89, il a senti que c'était son destin aussi qui pouvait basculer. C'est-à-dire qu'il avait du mal face à un parti qui était toujours, une fois encore, c'était un parti extrêmement important, extrêmement structuré, soutenu par les forces militaires, soutenu par les forces policières. Et tout ce qui représente véritablement l'assise du système soviétique pense que ses positions sont menacées par cette espèce de mouvement extraordinaire qui monte des profondeurs de la société quotidienne, de la société nationale et de la périphérie de l'Europe de l'Est. Il y a donc un mouvement d'opposition à cette transformation, à cette libéralisation du pays. Mais Gorbatchev, dans un premier temps, est allé de l'avant. Il est allé de l'avant d'abord avec des réformes économiques. Les réformes économiques exigeant au fond un changement politique, puis essayant, je dirais, de gagner cette course de vitesse. Il se trouve devant la nécessité de répondre au désir populaire, c'est-à-dire d'introduire un système électoral, de permettre à la société de s'exprimer. Dans le système soviétique, je vous signale, on votait, on votait tous les jours à peu près. Il y avait des élections en permanence. Ça, on n'en était pas privé. Les gens allaient avec un bulletin, déposer le bulletin dans l'urne, surtout pas dans l'isoloir parce que ça a été un signe d'opposition. Ils déposaient le seul bulletin qu'on leur donnait, sur lequel il y avait le nom ou les noms qu'on leur donnait. Et tout d'un coup, Gorbatchev introduit un système électoral qui est un système pluraliste, tout simplement parce que le mouvement conduit à ça. Le système électoral pluraliste conduit en effet à l'installation, dès 1989, d'une assemblée des députés du peuple, d'un congrès des députés du peuple, qui n'est pas élu selon les critères communistes, et qui, je dirais, inventé par Gorbatchev, va très loin. Et c'est à ce moment-là que va se nouer alors véritablement la crise de pouvoir, ou les crises de pouvoir. Alors, il y a plusieurs crises de pouvoir qui vont se nouer. D'abord, celles qui vont décomposer l'Europe de l'Est extrêmement rapidement. Et ça, Gorbatchev s'est trouvé devant un dilemme extrêmement grave. Est-ce qu'il faut tenir tout le système, casser toutes les oppositions, ou est-ce qu'il faut au moins, en Europe de l'Est, céder du terrain pour gagner du temps et essayer de sauver le cœur du système, c'est-à-dire l'Union soviétique? Il s'est trouvé devant ce choix parce que défilent partout, à Varsovie, à Prague, en Roumanie, partout, s'installent des tables rondes qui votent la fin du système communiste, qui décident d'un système pluraliste, tout simplement sans rien demander à Moscou. Et la question est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme on a fait dans le passé? On envoie les chars soviétiques? Ou est-ce qu'on laisse faire? Envoyer les chars soviétiques, c'est provoquer une crise intérieure, c'est affaiblir l'intérieur. Je voudrais que vous compreniez devant quel problème s'est trouvé cet homme. C'était un monde entier dont il avait à gérer la montée en puissance d'exigences de transformation, mais de tous les côtés, l'incendie s'étendait. Il a cédé. Et il a cédé, et ça c'est extrêmement intéressant, il a cédé en laissant faire les Polonais, en laissant faire les Tchèques, et il avait tous les jours autour de lui ses collègues, les militaires, qui lui disaient maintenant, ça suffit, il faut arrêter cette affaire, parce que sans ça, l'Union soviétique est fichue, ça va venir jusqu'à nous.
il a cédé et il a ouvert la porte à la disparition complète, je dirais, du camp communiste, c'est-à-dire le système de la guerre froide. Car reconnaissant ces tables rondes, reconnaissant le droit des Polonais, des Tchèques à mettre en place des gouvernements issus d'élections démocratiques, ça signifiait que ce qui a été la base du système tel qu'il a fonctionné depuis 1945, la solidarité socialiste, le camp socialiste, la doctrine de la souveraineté limitée qu'on avait inventée en 1968 après l'invasion de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire que tous les pays de l'Est européen étaient souverains, mais leur souveraineté était limitée par l'intérêt commun du camp socialiste et du communisme. En cédant, il a ouvert la porte à quelque chose, je dirais, qui change le monde complètement, la porte à la crise allemande et à l'unification de l'Allemagne. Car dans la politique de Gorbatchev, s'était ajoutée une autre dimension. Aux réformes s'ajoutait l'idée qu'il fallait faire la paix avec le monde extérieur, et que la paix avec le monde extérieur supposait d'abord la fin de la course aux armements, que l'Union soviétique ne pouvait plus supporter parce que c'était trop coûteux, c'était tout à fait en dehors de... Elle ne pouvait pas à la fois se réformer de l'intérieur et continuer à produire des armements pour être exactement au niveau des États-Unis. Et il s'est engagé dans une politique de négociation avec les États-Unis, dont la conséquence a été que, incontestablement, il fallait aussi montrer aux États-Unis que l'Union soviétique avait changé, qu'elle était prête à des concessions pour obtenir des concessions américaines dans le domaine de la course aux armements. Car les États-Unis, à ce moment-là, eux, ils n'étaient pris par aucune espèce d'urgence de réforme et ils se sentaient d'une liberté totale dans les négociations avec l'Union soviétique pour dire on ne veut pas céder sur tels armements, nous, on ne vous demande rien. Donc il fallait, je dirais, pour Gorbatchev, c'était capital. Mais en même temps, ça entraîne que l'armée soviétique, qui est tout de même une puissance extraordinaire, a été épouvantée par ces efforts de réduction des armements et qu'il se crée à l'intérieur de l'Union soviétique un front d'opposition qui est l'armée, obsédé par l'idée que ce Gorbatchev, qui déjà introduit le désordre dans le système politique, va mettre à genoux la puissance militaire de l'Union soviétique. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure de ses efforts pour moderniser le pays, pour essayer de rendre les conditions de la vie internationale viables, pour sauver l'Union soviétique, c'est ça le paradoxe, il se crée des oppositions intérieures d'une force. L'armée soviétique, ce n'est pas trois opposants et ce n'est pas trois dirigeants du parti. C'est une puissance absolument formidable. L'armée soviétique, il faut se souvenir qu'elle avait des privilèges extraordinaires. Elle était, tous les militaires étaient admirablement logés, ils avaient des avantages matériels. Je veux dire, il ne s'agissait pas seulement de savoir combien on comptait de fusées, il s'agissait aussi des privilèges, du statut privilégié d'une catégorie qui se comptait par millions et qui était un État dans l'État. Donc il se trouve devant un problème considérable. Et ce problème considérable a été accru, évidemment, par le problème de l'Allemagne. Car bon, on a commencé par fermer les yeux sur ce qui se passait en Pologne, en Tchécoslovaquie. Mais quand la question a touché à l'Allemagne, il faut le comprendre, c'était le symbole. L'Allemagne divisée, c'était le symbole de la victoire soviétique de 1945. C'était le symbole du monde opposé, le monde communiste et le monde non communiste. Le fait qu'il y ait deux Allemagnes, la RDA, qui était une invention de toutes pièces, mais qui précisément était l'incarnation. Les autres pays du camp socialiste, ils avaient toujours existé, mais cette RDA, c'était la manifestation tangible du communisme qui avait réussi quelque chose, qui créait des États. Tout d'un coup, quand la RDA commence à s'agiter, le problème s'est posé. Et il s'est posé, évidemment, pour le coup, la République fédérale allemande a pris ça, je dirais, comme la chance historique d'une unité possible ou d'un retour possible à une unité allemande. Et l'année 89 va être parachevée dans le désordre général, dans ce congrès des députés du peuple déjà qui n'obéit plus à personne et qui incarne une autre Union soviétique dans cette Europe de l'Est qui est décomposée. L'année s'achève par un symbole, la chute du mur de Berlin, la prise d'assaut du mur de Berlin, qui n'a d'ailleurs été, je dirais, que dans un grand mouvement, parce qu'avant cela, les Hongrois, qui étaient derrière le rideau de fer, avaient commencé à cisailler avec des sécateurs
les barbelés qui les séparaient de l'Autriche pour, je dirais, effacer la trace de la division. Et la chute du mur de Berlin, l'assaut donné au mur de Berlin, ce n'est pas en soi un exploit extraordinaire, parce que déjà, tout ça, le système n'existait plus. Mais symboliquement, c'est la fin. C'est la fin de la division. Et on peut dire que, vous savez, que ça s'est passé d'une façon extraordinaire, parce que là, ses collègues sont venus voir Gorbatchev, lui ont dit, on est en train de donner l'assaut au mur de Berlin, qu'est-ce qu'on fait? Et Gorbatchev est allé se coucher, il a dit, laissez-les faire. C'était absolument incroyable. Enfin, je veux dire que qu'on ne l'ait pas tué à ce moment-là est inimaginable, mais tout le monde était tellement désemparé. Le mur de Berlin étant tombé, là, le monde entier a compris que tout était changé, et le chancelier allemand, le chancelier Kohl, est allé tout droit exprimer sa revendication, l'unité allemande, c'est-à-dire la fin de la division de l'Europe, la fin du statut qui avait existé, la fin de la reconnaissance du monde créé par l'Union soviétique. Si vous voulez, c'était l'aboutissement d'une décomposition intérieure, d'une décomposition nationale et d'une décomposition de l'univers que la puissance soviétique avait créé en 1945. Bon, là, Gorbatchev n'était pas très chaud, ou plutôt il a essayé de gagner du temps. Et alors je crois qu'il faut même se souvenir qu'il a été très soutenu, que personne n'était enclin parmi les grandes puissances à aider à la réunification allemande. C'était plutôt une idée qui ne convenait à personne. Au fond, le général de Gaulle avait dit dans des négociations avec les soviétiques des années auparavant, nous savons bien qu'il faudra que l'unité allemande se refasse, mais nous ne sommes pas très pressés. Ça traduisait les sentiments généraux. Les Allemands réunifiés faisaient peur à tout le monde. On se souvenait de la puissance allemande et personne ne tenait vraiment à ce que ça évite. Mais les Allemands, alors à ce moment-là, eux, ils ont voulu l'unité. Et ils ont voulu l'unité parce que c'était la puissance vaincue en 1945, parce que c'était, je dirais, c'était la revanche de 1945. C'est l'univers de 1945 qui s'écroulait d'un seul coup. Et un an plus tard, il l'avait. Gorbatchev a dû accepter, ce qui montre à quel point, je dirais, la puissance soviétique était décomposée. Alors le tableau, en 1990, est absolument saisissant. L'Europe de l'Est, chacun de ces pays vit son destin. L'Allemagne est réunifiée. L'Union soviétique est dans une situation extraordinairement instable où, les unes après les autres, toutes les républiques, ce qui s'appelait les républiques souveraines ou les républiques autonomes, c'est-à-dire toutes les entités nationales, proclament d'abord leur souveraineté, ça s'appelle la parade des souverainetés, puis après avoir proclamé leur souveraineté, ces républiques ont proclamé les indépendances, c'est-à-dire qu'il y avait, l'Union soviétique était réduite à peu de choses, et là-dessus, les Russes, alors c'est là que j'en reviens, les Russes qui avaient décidé qu'après tout, ils existaient, qu'ils avaient un chef de file qui s'appelait Boris Eltsine, qui était nettement l'adversaire ou le rival de Gorbatchev, allait devenir leur président, eux aussi proclament leur souveraineté, puis leur indépendance. Et le pauvre Gorbatchev s'est retrouvé dans un pays où le drapeau soviétique, quel sens il avait à Moscou, alors qu'il y avait le drapeau russe qui flottait sur le Kremlin. Qu'est-ce que représentait le drapeau soviétique? Alors, il s'est trouvé aux prises avec deux choses, et c'est là-dessus que je terminerai, avec l'espoir tout de même de reconstruire quelque chose, c'est-à-dire l'illusion qu'il allait pouvoir reconstruire une fédération soviétique modeste, avec des liens modestes, mais sur une base nouvelle, la reconnaissance des droits de toutes les nationalités, etc. Et que là-dessus, il allait peut-être pouvoir sauver sa propre position et calmer les impatiences du parti, de l'armée, etc. Et puis il s'est trouvé en face, je dirais, d'une opposition extraordinairement forte qu'il avait lui-même portée au pouvoir, car dans cette décomposition en 90, il a été tellement affolé. C'était tout de même l'apprenti sorcier. Il avait déchaîné ces forces qui avaient englouti pratiquement le système. Alors il a été conduit à prendre dans le parti des responsables rétrogrades qui voulaient sauver le système. Et ces gens ont organisé contre lui un putsch en août 91 pour se débarrasser de lui en se disant qu'ils allaient rétablir le système. Ce putsch d'août 91, ça a été une plaisanterie absolument extraordinaire, parce que c'était fait par des pieds nickelés, il faut bien dire. Les auteurs du putsch ne savaient pas comment on faisait un putsch, et ça s'est écroulé en quelques heures. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu 3 morts lors de ce putsch.
Mais savez-vous pourquoi il y a eu 3 morts? Parce que ce sont des gens qui se trouvaient derrière un char, qui ont pris peur et qui ont été écrasés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un coup de feu tiré. C'est ça qui est fantastique. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que tout de même, après le putsch, pratiquement, il n'y a plus d'Union soviétique. Elle est terminée. L'homme fort, c'est Boris Eltsine. Il y a encore 3 mois pendant lesquels le malheureux Gorbatchev va essayer de sauver son traité fédéral, mais il ne peut pas le sauver. Et il ne peut pas le sauver pour une raison, c'est que Boris Eltsine, qui était un homme plus fruste, moins, je dirais, très intelligent, mais pas de la même forme d'intelligence que Gorbatchev, d'une intelligence moins intellectuelle, plus intuitive, avait compris que ce qu'il fallait sauver de l'ancienne Union soviétique, c'est les rapports entre deux peuples frères, la Russie et l'Ukraine. Que le reste, on pouvait tout laisser filer. On avait laissé filer l'Europe de l'Est, on pouvait laisser filer tout l'ancien empire, mais il fallait sauver les rapports avec... C'était les 2 peuples identiques, enfin les Russes et les Ukrainiens, c'est pas la même chose. Ce sont 2 peuples... En même temps, c'est la même chose. Il n'y a pas une famille russe où il n'y ait pas un Ukrainien, il n'y a pas une famille ukrainienne où il n'y ait pas un Russe. Leur histoire a été identique. Par conséquent, pour Eltsine, c'est ça qu'il fallait sauver. Vous regardez le résultat aujourd'hui. Les 2 peuples frères sont 2 peuples ennemis. Et, bon, la Russie est sortie de l'histoire. C'est sorti comme un grand pays. Elle est sortie de cette décomposition de l'Empire comme l'État pas successeur, l'État continuateur de l'Union soviétique, comme un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est le pays qui a réussi à se reconstruire, mais qui se cherche encore, dans la mesure où ça n'est pas très simple de sortir d'une longue histoire comme ça. C'était une histoire d'abord d'un empire, car la Russie a été un empire depuis le XVIe siècle. Elle a été l'Union soviétique pendant 75 ans. Reconstruire un pays à partir d'un passé aussi compliqué, aussi contradictoire, c'est extrêmement difficile. Elle émerge, et elle est incontestablement là, mais et elle est là grâce à cet homme qui s'appelle Boris Eltsine. Ça, c'est une autre histoire. Il l'a arraché au chaos de 1992. Je conclurai en disant que ce qui s'est passé est tout de même incroyable. On avait un système totalitaire qui était tout de même équipé pour durer. Et après tout, que personne ne souhaitait faire tomber en dehors de ses administrés. Mais ça, c'est un autre problème. Même les États-Unis voulaient mettre l'Union soviétique à genoux, mais pas la détruire. C'était très confortable, l'empire du mal, il n'y a pas de problème. Il ne s'agissait pas de la détruire, mais de la réduire à être un petit État. Les États européens, personne ne souhaitait la mort de l'Union soviétique. Personne ne souhaitait tellement la mort de cet ensemble. Cet ensemble est mort par la volonté des hommes, et je dirais par l'action de 2 hommes, d'abord, ce qui est tout de même absolument extraordinaire dans notre temps. C'est pas par l'action de 2 hommes qui ne savaient pas très bien où ils allaient, mais qui ont été poussés par la volonté des peuples. Et tout ça s'est passé dans une paix extraordinaire, car s'il y a eu des conflits après, c'est autre chose, et y compris, je dirais, la Tchétchénie, c'est une toute autre histoire, c'est un héritage du système soviétique, qui créait des relations antagonistes à l'intérieur du système. Mais cette révolution de 6 années s'est déroulée pacifiquement, et elle a tout de même donné naissance à des peuples qui ont retrouvé leur indépendance d'une façon qui leur permet tout de même de grandir, même si on traîne encore des affaires. Donc je crois que ça rend optimiste, d'abord sur l'histoire des hommes. Ça prouve que l'histoire des hommes peut se dégager des pires tragédies quand il y a une volonté de liberté, quand il y a une volonté, une conscience de ce que les destins imposent aux hommes, et qu'il y a des guides conscients comme là. Ce pays a eu la chance d'en avoir 2, qui s'appelaient Gorbatchev et Boris Eltsine, et puis autour toute une pléiade. Je dirais que c'était tout de même, alors le mot de la fin, tout de même l'Union soviétique était un pays où les gens étaient parfaitement éduqués. Le haut niveau d'éducation de la société a beaucoup contribué, et des sociétés de l'Est européen, a beaucoup contribué à la sagesse des hommes et à la qualité de leur opposition et de leur action dans cette période de tourmente. Donc je dirais que c'est une histoire qui tout de même, elle est miraculeuse, et elle doit nous inciter à l'optimisme. Je vous remercie de votre attention. Madame le secrétaire perpétuel, merci beaucoup. Celles et ceux qui veulent poursuivre cet échange avec notre
invités peuvent le faire sur l'espace dédicace, sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Merci à tous. Merci, monsieur Cossé. Donc, vous avez un espace dédicace pour les jeunes et les moins jeunes sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Et à 18 h, nous remettrons les prix pour la dictée et les nouvelles auxquelles vous avez été nombreux à participer. À tout à l'heure.